Alors, on a l'habitude de suivre les tendances d'une année sur l'autre. L'année dernière, Jérôme, rappelle-toi, on avait 3 grands sujets majeurs. Bien sûr, toute l'importance de la data dans le retail. Tu verras que cette année, c'est d'autant plus d'actualité. L'an dernier, il y avait eu un très grand retour de l'expérience de la différenciation de services en point de vente. Et bien, vous verrez qu'aujourd'hui, on a inventé de nouveaux canaux de contact avec le consommateur, Covid oblige. Et puis, la troisième tendance qui nous avait beaucoup plu l'année dernière, c'était tous les thèmes autour de l'authenticité de la marque, de la vraie responsabilité sociale de l'entreprise, du développement durable. Et ça n'apparaissait pas dans le podium en 2021. Alors rassure-toi, Ikea, PepsiCo et même H&M nous ont rassurés sur ce sujet-là. Alors, s'il y a bien une tendance de fond, peut-être le fil rouge de notre conférence, c'est l'accélération extraordinaire que les retailers ont connue cette année. Je dirais que le Covid, ça nous a permis de... C'est une contrainte, des magasins ont fermé, on a connu un certain nombre d'indisponibilités produits et on a dû appliquer une distanciation sociale en magasin. Mais ces grosses contraintes, nos retailers, comme toujours, sont arrivés à les transformer en opportunités. Et je pense que le leitmotiv de toutes les conférences, c'est on a réalisé en 6 semaines une révolution, une transformation digitale que nous ne serions pas arrivés à sans cette crise en moins de 5-6 ans. Effectivement, les confinements, la pandémie n'ont fait qu'accélérer cette tendance, je dirais, du go online et du développement des achats sur Internet. Globalement, côté Google, on estime que cette période a contribué à une croissance ou un gain de maturité équivalent à 4 à 6 ans au niveau du développement e-commerce et de ce marché-là. La distribution était contrainte d'innover, c'est ça qui est ultra intéressant, c'est contrainte d'innover, mais dans un sens très bénéfique et très positif, ce qui a drivé un certain nombre d'autres tendances qu'on aura l'occasion d'évoquer ensemble juste après, pendant cette conférence. Et globalement, les distributeurs doivent effectivement répondre avec une disponibilité produit, avec des bons prix, avec des bons services, avec des services de livraison adéquats et également avec des expériences online immersives. Il faut être au contact de ces consommateurs. La France a plutôt bien réagi. Alors, moi, j'aime beaucoup le concept parce que je trouve que ça ressemble un petit peu à un téléachat augmenté version monde digital, version web. Et c'est vrai qu'on a eu un mouvement intéressant de nos distributeurs, donc à la fois les Galeries Lafayette à partir de mai dernier qui ont développé ce exclusive shopping experience. On a eu la Fnac aussi qui a développé au fil de l'année des expériences culturelles à la fois sur de la présentation de livres avec des auteurs, sur de la présentation produits avec la Xbox aussi dernièrement, et Leroy Merlin de même, présentation produits, training. Ça a été assez intéressant, donc une belle pénétration sur le marché français. Cette deuxième tendance, c'était la capacité des distributeurs à interagir avec le consommateur, quel que soit le point de contact qu'ait choisi ce consommateur. Aujourd'hui, la tendance du retail, c'est un commerce unifié. Quel que soit le point de contact, on doit arriver à construire ce parcours client sans couture avec tous les canaux. Alors, on est très exigeants, les consommateurs. On n'a pas du tout réduit notre niveau d'exigence pendant la crise de Covid et on interagit selon nos besoins. On a privilégié le point relais, on est allé en click and collect, le drive a explosé, c'était quand même le moyen le plus simple pour les distributeurs de pouvoir mettre à disposition nos produits. Et si je réfléchis sur les interactions que les distributeurs ont su ou les marques ont su développer cette année. Je pense que la plus belle conférence qu'on ait eue, c'est l'expérience d'Estée Lauder Group. Alors, ces dernières années, l'objectif, c'était de lisser le parcours client en point de vente, d'assurer un meilleur accueil. Et vous savez que c'est leur beauty artist amène énormément de valeur ajoutée, fidélise les consommateurs. Bon, cette année, Estée Lauder nous explique qu'ils ont fait l'inverse. Ils ont formé leur beauty artist à travailler en vidéoconférence pour maintenir ce dialogue, pour maintenir ces recommandations online. Ça, tu vois, je pense que c'est un vrai exemple de capacité de nos distributeurs à gérer maintenant les interactions clients, quel que soit le point de contact. Je pense que nous savons tous que des millions de commandes
Internet ont dû être annulés par nos distributeurs parce qu'on n'avait pas cette capacité, soit on était en rupture produit, soit on n'avait pas la capacité de transporter. Donc la véracité, la visibilité sur le stock, elle est claire, je ne reviendrai pas dessus. Mais ce qu'on voit moins, c'est la partie peut-être la plus cachée de la transformation digitale qui tourne autour de la supply chain et nos retailers. C'est vraiment ce qui se passe dans les entrepôts. Donc c'est une tendance, là aussi, qu'on avait déjà identifiée l'an dernier, mais qui s'est franchement accélérée. La capacité à augmenter la productivité en entrepôt et la capacité simplement à traiter un plus grand nombre de commandes e-commerce en un minimum de temps. Nos amis chinois nous avaient beaucoup alertés. Ils nous expliquaient que la Chine c'était grand et que le délai de transport il était un peu incontournable. Par contre, la capacité à anticiper les demandes clients, à faire venir très près de la ligne de préparation de commande des produits qui viennent de la zone de picking ou de réserve, ça nous permet de gagner un peu de temps. Donc cette partie robotisation, elle est claire et on a vu plein d'expériences, Rachid nous en reparlera, de capacité à robotiser une partie de l'entrepôt, mais pour accélérer cette partie-là. Ça, je pense que c'est vraiment un des points clés qu'on a vu cette année et qui a en partie permis de régler les difficultés de nos distributeurs. La valeur de la marque, c'est vraiment de redonner du sens au commerce. Alors pour moi, deux exemples assez intéressants. Allbirds et Walgreen, qui étaient très intéressants, qui parlaient de leurs clients plus comme une communauté, plutôt que comme client. Et globalement, tout le monde alternait le mot client et communauté en même temps. Et ce que j'ai trouvé intéressant chez Walgreen, c'est que Walgreen, pendant cette période de Covid, a continué et a même créé des services pour aller livrer les prescriptions à ses clients. Et la deuxième initiative qu'ils sont en train de prendre, c'est de la certification pour pouvoir vacciner de façon massive, bien sûr leurs employés, mais aussi les clients. Sur la personnalisation, en fait, c'était sur la personnalisation à la fois de la communication. Donc personnaliser la communication avec le client de manière, alors avec sur tous les points de contact, que ce soit les SMS, Bertrand l'a évoqué tout à l'heure, sur tous les points de contact, que ce soit par SMS, par mobile, au travers des applications. D'ailleurs, au travers des applications, on a pu voir Ulta Beauty qui a fait un énorme effort de communication au travers de son programme Ultamed qui, aujourd'hui, comporte à peu près 30 millions de clients. Donc c'est pas énorme. Donc c'est énorme. Donc en fait, au niveau de la communication, il y a cette première personnalisation. Il y a la deuxième personnalisation qu'on va trouver au niveau du produit. Donc du packaging pour que ce produit et ce packaging soient plus à l'image du client. Et puis dans l'expérience, c'est aller plus que sur la recommandation, c'est sur l'engagement à long terme avec la marque. Donc l'engagement à long terme avec la marque, ça passe au travers notamment de ce qu'on a pu voir, comme l'ont fait les compagnies aériennes avant, c'est les statuts. Donc par exemple, Nespresso, on voit aujourd'hui, met des statuts sur ses clients et quand on consomme suffisamment de café, on a un statut ambassadeur. Donc en fait, c'est comment est-ce qu'on fait pour continuer d'engager avec le client, le fidéliser et de faire en sorte qu'il devienne, on l'a vu, moins volatile. Qui dit accélération du online, dit aussi accélération et augmentation des volumes de données qu'on a pu récupérer pendant cette période-là. La data, au-delà d'essayer de prédire l'imprévisible, etc., c'est surtout un élément clé pour réussir à s'adapter vite et réagir à des événements qui soient endogènes ou exogènes et pour du coup faire front avec un maximum d'agilité. La data, c'est devenu aujourd'hui quelque chose qui est cœur, c'est quelque chose qui doit réussir à s'insuffler au sein de chaque entreprise. C'est devenu un élément stratégique pour les distributeurs et on voit d'autant plus de création de postes, de Chief Data Officer au niveau des COMEX de la distribution, ce qui vraiment accentue ce côté clé de cette fonction de gestion de la donnée. On a dit justement que l'accélération du e-commerce nous a permis aussi de recueillir un maximum d'informations. Donc on a un vrai sujet à la fois, je dirais, de recueillir, donc de réussir à stocker ces données-là. Donc c'est vraiment l'ère de la big data au sens où on en a parlé, même si on n'a pas encore ou on n'a pas trouvé toutes les clés pour l'adresser correctement. Il y a un sujet de scalabilité de cette donnée-là, il y a un sujet de sécurité, il y a un sujet de gouvernance et d'organisation et un sujet de diffusion, le tout en temps réel au sein de l'organisation. Ouais. L'algorithmie et le prédictif, effectivement, peut connaître ses limites. Et dans ces cas-là, il faut quand même savoir faire appel à l'intelligence humaine pour reprendre un petit peu le dessus. Voilà.
à l'ancienne. Mais effectivement, on ne peut pas forcément tout prédire, c'est évident. C'est pour ça qu'on pense aussi que c'est quand même clé, au-delà du prédictif, d'utiliser la data pour réagir. Réagir rapidement à ce type d'événement-là. 4 tendances clés, l'accélération du e-commerce, le besoin d'aller à la rencontre de nos clients, la dextérité dans l'exécution logistique, le fait de donner du sens, la centricité client et aussi l'importance de travailler sa data pour optimiser son excellence opérationnelle. Et ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est une vraie tendance, ou en tout cas un mouvement vers les investissements sur le back-office et vraiment des investissements IT qui sont destinés à optimiser, je dirais, les outils d'exécution opérationnelle de nos distributeurs et très centrés aussi sur le magasin, mais surtout de l'efficacité opérationnelle magasin. Donc on voit des shifts vers les inventaires, la gestion des inventaires, vers l'automatisation, vers l'équipement Wi-Fi, vers notamment aussi s'adapter à ce nouveau monde un petit peu touchless et sans contact. On ne parle plus de nouvelle normale maintenant, on va parler du monde d'après. Et en synthèse, bienvenue dans le monde d'après.